Bonjour à tous et bienvenue dans ce diaporama consacré aux pionniers des tramways et à la ligne du bois de la Cambre. Nous allons voir ensemble qui étaient ces pionniers, pourquoi ils ont construit une ligne de tram à Bruxelles et quel héritage en a subsisté. Le tout premier réseau était celui de Swansea. Il est exploité de 1807 à 1827 avant de rouvrir dans les années 1860. Ensuite, sous l'impulsion de John Stephenson, c'est le réseau de New York qui voit le jour, suivi très rapidement par celui de la Nouvelle-Orléans. En Europe, il faut attendre 1853 pour qu'une première ville se dote d'un réseau de tramway. Ce sera Paris, sous l'impulsion d'Alphonse Loubat. 7 ans plus tard, John Francis Train crée deux réseaux en Angleterre, celui de Birkenhead et celui de Londres. Alphonse Loubat est l'inventeur du rail à ornières, qui va permettre l'essor du chemin de fer américain aux États-Unis et à travers le monde, notamment à Paris, où il est concessionnaire d'une ligne qui relie la place de la Concorde à Saint-Cloud. À l'automne 1854, il demande au ministre des Travaux publics la concession d'un chemin de fer qui relierait Bruxelles à Laken par la place du Samedi, la rue de Laken, la place et la chaussée d'Anvers, le pont du Canal, afin d'arriver au pied de la montagne du Tonnerre ou d'Anderberg. C'est une ancienne colline qui a été nivelée entre 1876 et 1880 lors de l'aménagement du parc de Laken et qui correspond à l'actuel emplacement du mémorial de Léopold Ier. Le but d'Alphonse Loubat est avant tout de transporter un plus grand nombre de personnes et de marchandises avec moins de voitures, moins de chevaux, dans les meilleures conditions, à meilleur prix et surtout avec le moins d'accidents possible. En plus de faire voyager des voitures omnibus sur son chemin de fer, il prévoit également d'y accrocher des trucks les jours de marché afin de transporter des marchandises, des fruits et des légumes. Cependant, la situation est compliquée, car la ville de Bruxelles a pour projet de déménager la ferme des Boues en dehors de la ville. Elle souhaiterait donc avoir une ligne de chemin de fer qui longerait la rive orientale du canal, côté Scarbeck, afin de transporter ces immondices jusqu'à l'actuel quai des usines, plus ou moins au niveau de Mabru. La ville impose à Loubat que chaque train ne comprenne pas plus de 4 voitures, et surtout qu'elle puisse y faire circuler gratuitement, sur toute la longueur de la voie ferrée, des trains de wagons destinés au transport des boues et des immondices, le tout sans indemnité et charge. Il va s'en suivre de très longues discussions, et Alphonse Loubat acceptera, à regret, de changer son projet initial. Il espère tirer un avantage de cette ligne, uniquement destinée au trafic de marchandises, en la prolongeant de quelques centaines de mètres, afin d'aboutir aux usines Capellemans, qui fabriquent des produits chimiques, à la fabrique d'indienne Story de Oise, qui est l'ancien site des poêleries Gaudin, où il y a des marchandises à transporter. Il prévoit même de prolonger sa ligne de chemin de fer jusqu'à Vilvoorde. Sa concession va lui être accordée par un arrêté royal du 28 juin 1856. Elle se limite au transport de marchandises sur le tronçon entre la rue du Pont-Neuf et le pont de Laken. Cette première concession d'une ligne de tramway à Bruxelles n'aboutira concrètement à rien, elle ne verra jamais le jour. Après avoir parlé d'Alphonse Loubat, voyons maintenant qui était George Francis Train. C'est un personnage excentrique, on le voit sur la photo à droite, c'est le seul gars qui n'a pas de chapeau. Il a participé à la ruée vers l'or australienne, il en serait même revenu avec plusieurs centaines de milliers de livres sterling de lingots d'or contrefaits. Après cela, il va faire fortune dans le transport maritime avant d'être invité à venir construire des lignes de tramway en Angleterre. Il aura beaucoup de mal, car tant dans l'opinion publique que dans le Parlement, il y a des gens qui sont farouchement opposés à la construction de lignes de tramway, à cause du risque d'accident. Finalement, la ville de Birkenhead lui octroie une concession en 1860. 3 autres lignes seront également construites à Londres, chaque fois avec du rail américain. Le rail américain, on le voit sur la photo en bas à droite, c'est un rail qui, contrairement au rail à gorge d'Alphonse Loubat, fait en sorte que le pavement de la zone entre les deux rails est quelques centimètres plus bas que le pavement du reste de la chaussée. En 1862, c'est l'accident, tant redouté. Un garçon trébuche dans un des rails et meurt, piétiné par les chevaux d'un omnibus qui passait par là au même moment. George Francis Train quitte alors précipitamment l'Angleterre afin d'éviter d'être arrêté par la police. Une fois que George Francis Train retourne aux États-Unis, il y a quand même des gens qui restent, qui vont continuer à exploiter ces lignes. Parmi eux, un dénommé George Starbuck, c'est le secrétaire de George Francis Train. Ils se sont rencontrés en Australie. Déjà, quand George Francis Train a eu quelques petits problèmes avec les douanes australiennes, quand il est reparti aux États-Unis avec son or contrefait, c'est déjà George Starbuck qui a liquidé ses affaires. Une fois de plus, il reste encore, il va de nouveau liquider les affaires de George Francis Train, en Angleterre cette fois, avant de se reconvertir comme constructeur de matériel ferroviaire à Birkenhead.
Une autre personne qui reste, c'est William Sheldon. Il était le fondateur de la Compagnie Générale des Omnibus de Londres, avant de devenir le directeur d'exploitation des lignes de tramway de Londres, des lignes de tramway qui étaient exploitées par George Francis Train. Il en veut beaucoup à George Francis Train parce qu'il trouvait que c'était une erreur d'avoir utilisé du rail américain. On aurait mieux fait d'utiliser du rail à gorge. Si seulement on avait la bonne idée d'avoir des lignes de tramway avec du rail à gorge, on pourrait mettre des lignes de tramway partout. Il en est totalement convaincu. La troisième personne qui reste pour régler les affaires de George Francis Train, c'est son avocat, William Morris. John Morris, l'avocat de George Francis Train, est originaire du village de South Molton, dans le Devon. Son père y travaillait comme peigneur et trieur de laine. Lors du recensement de 1841, John travaille comme stagiaire auprès d'un avocat. Sa carrière progresse rapidement. Il quitte South Molton pour Londres, où il rejoint le cabinet d'avocats Ashurst en 1845. Il y devient associé en 1854, puis associé principal en 1862. Ce cabinet se spécialise dans les services bancaires, dans le commerce de détail à grande échelle à travers le monde et dans les chemins de fer. Il surfe sur la vague de la mondialisation des échanges commerciaux et voyage partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, 2 semaines de bateau, où il représente Eli Railroad, au Canada, où il est conseiller du Grand Trunk Railway, ainsi qu'en Amérique du Sud, 6 semaines de bateau avec correspondance à New York, au Chili, en Argentine et en Uruguay, où il accompagne Jane Morrison, un homme d'affaires anglais qui possède les grands magasins Ford Street Warehouse et une fortune colossale. En tant qu'avocat d'affaires, l'expertise de John Morris est surtout axée dans des domaines tels que l'introduction en bourse de sociétés commerciales, de la promotion des activités de ces sociétés et de la restructuration de leurs actifs en cas de difficultés financières, ainsi que de leur mise en liquidation. John Morris voyage énormément, il vit pleinement avec son temps. Il a le sens des affaires et de la spéculation. Ce sont d'ailleurs des raisons spéculatives qui vont l'amener à s'intéresser au tramway. Son rêve, c'est de démarcher les administrations communales de chaque ville en Angleterre, de leur offrir ses services en vue d'établir des lignes de tramway. Une fois que les lignes sont construites, l'exploitation passe sous la forme de sociétés. Et c'est bingo pour John. Une première fois sous la forme des honoraires d'avocat, pour conseiller les administrations communales, et la seconde fois comme actionnaire des sociétés qui vont exploiter les lignes de tramway, où il empochera des dividendes. John vient d'inventer la poule aux œufs d'or. Cependant, il y a un tout petit souci. Depuis l'accident de tramway de 1862, plus personne ne veut en Angleterre, ni dans l'opinion publique, ni au Parlement. Plus personne ne veut entendre de lignes de tramway. Il a beau envoyer des courriers partout, rien n'y fait. Le Parlement n'octroie plus aucune nouvelle concession. Il va devoir trouver un plan B. Le 21 avril 1864, la ville de Bruxelles annexe territorialement une bande de terrain longue de 2400 mètres qui relie la place Louise au bois de la Cambre. C'est l'avenue Louise. Cette avenue ne comporte encore qu'une dizaine de maisons au-delà de la place Stéphanie, mais très vite, l'idée de relier le bois au reste de la ville par un chemin de fer américain, autrement dit un tramway tiré par des chevaux, séduit le conseil communal. Il faut dire que le bois de la Cambre est le nouveau lieu de promenade à la mode. Le trajet retenu, par les boulevards de Waterloo et du Régent, la place du Trône, la place des Palais, la rue Royale et la porte de Scarbeck, est volontairement le plus plat possible, afin de réduire au maximum le risque d'accident, suite à un frein cassé ou à un timon brisé. Bien que certains conseillers communaux se soient rendus à La Haye pour voir le chemin de fer américain qui relie la ville à sa plage, et qu'ils en soient revenus convaincus, leur confiance dans cette nouvelle technologie reste tout de même très relative. La ville de Bruxelles invite son ingénieur en chef, le futur baron Théophile de Gemblin de Meux, à dresser un cahier des charges type pour cette toute première concession d'une ligne de chemin de fer américain sur son territoire. Le texte, approuvé le 15 septembre 1866, va servir de référence lors de toutes les demandes de concession, que ce soit à Bruxelles ou dans le reste du pays. Le 16 novembre 1866, la concession est accordée à messieurs Frédéric Ernest Nist, qu'on voit sur la photo à gauche, un ingénieur liégeois, et M. Morel-Thibault, ingénieur et entrepreneur de roulage du service des postes de Paris. Malheureusement, 2 ans plus tard, en 1868, ils ne sont toujours pas parvenus à réunir les fonds nécessaires pour concrétiser leur projet. Messieurs Nist et Morel-Thibault, qui n'ont pas réussi à récolter les fonds nécessaires, vont être contactés par William Morris, un ingénieur et un entrepreneur en travaux publics anglais, qui n'est d'autre que le frère de l'avocat d'affaires John Morris dont nous avons déjà parlé. Car John, son plan B, il le tient. S'il ne peut pas construire des lignes de tramway en Angleterre, vu les réticences du Parlement à concéder de nouvelles lignes, il espère les faire changer d'avis en construisant une ligne modèle à l'étranger. Bruxelles fera parfaitement l'affaire.
Le 18 septembre 1868, William achète pour 97 000 francs un immense terrain situé en bordure du bois de la Cambre. Ça allait de la bordure du bois jusqu'à l'avenue Louise, jusqu'au boulevard de la Cambre. Tout le terrain était compris jusqu'au plus ou moins à l'équivalent du numéro 36 actuel. C'est là-dessus qu'il va construire son dépôt et sa maison, mais on n'est pas encore si loin. Là, il vient juste d'acheter le terrain. Quelques jours après, il se présente à la ville de Bruxelles. Il demande à pouvoir reprendre la concession de la ligne du bois de la Cambre. Le conseil communal accepte la substitution et octroie la concession par une convention datée du 12 novembre 1868. Contrairement à messieurs Nist et Morel-Thibault, les frères Maurice ont l'argent nécessaire, pris sur leurs fonds propres, pour construire la ligne modèle dont ils rêvent. Ils ne vont lésiner sur aucun détail. Ils vont commander des voitures luxueuses, qui arriveront à Bruxelles dès le début du mois d'avril 1869. Les rails, ils vont les poser petit morceau par petit morceau, et le tronçon entre le bois et la place Louise est déjà complètement achevé le 13 avril. Les chevaux, ils vont choisir des chevaux de race irlandaise, parce que de leur expérience, enfin surtout celle de William Sheldon, qui est associé avec eux pour la construction de la ligne, ce sont ces chevaux qui sont les plus adaptés au travail de traction de tramway. Ils ne savent pas ce que valent les chevaux belges. Ils n'ont pas envie de le savoir, ils ne veulent prendre aucun risque. Donc, ils vont prendre le meilleur race de chevaux qu'ils connaissent. Pour eux, ce sont les chevaux irlandais. Ces chevaux vont arriver à Bruxelles le 19 avril. Une fois qu'on a les chevaux, qu'on a les voitures, qu'on a les rails, on peut inaugurer la ligne. Ça aura lieu le 24 avril, comme en atteste l'extrait du Moniteur belge qui est reproduit à droite de la diapositive. Le tracé de la ligne, tel qu'il était prévu par la concession qui avait été accordée à William Maurice, relie le bois de la Cambre, où se trouve le dépôt des tramways, par l'avenue Louise, les boulevards de Waterloo et du Régent, la place, la rue du Trône, la place des Palais, la rue Royale, et aboutit à la porte de Schaerbeek. Dès le mois d'avril 1869, William Maurice demande une prolongation de sa ligne, depuis la porte de Schaerbeek jusqu'à l'église de Laeken, par les boulevards du Jardin botanique et d'Anvers, l'allée verte et le pont de Laeken. Son projet va être refusé, principalement pour des raisons de sécurité. Le boulevard du Jardin botanique est en forte pente et on craint les accidents. Il prolonge donc sa ligne en 1870 jusqu'à l'église Sainte-Marie, dans un premier temps, puis jusqu'à la rue Tenier, qui est l'équivalent de l'actuelle église Saint-Servais. La ligne est assez bien desservie, avec un passage toutes les 10 minutes le matin et le soir, et toutes les 5 minutes en journée. Malheureusement, la régularité fait défaut, car la voie a été construite à voie unique, avec des zones d'évitement. Les travaux de doublement de la ligne, entre le bois et la porte de Schaerbeek, commencent dès la fin de l'année 1873. Ils seront entièrement terminés à l'été 1874. On notera que, comme on le voit sur le plan à droite, le tracé entre le bois et l'église Saint-Servais est divisé en 11 sections. Dans le slide précédent, je vous ai parlé des sections. Ce sont celles-ci qui vont déterminer le prix du trajet. Exemple. En 1874, en deuxième classe, le prix d'un trajet est de 5 centimes par section, peu importe que la section soit parcourue en entier ou en partie. Donc le prix minimum, c'est 2 sections, c'est 10 centimes. En première classe, le prix est calculé de la même manière, 5 centimes par section, avec un minimum de 10 centimes, 2 sections, auquel on ajoute un montant de 5 centimes. Donc le trajet le moins cher, en première classe, coûte 15 centimes. Attention, tant les prix que le nombre de sections ont évolué au fur et à mesure de l'exploitation, avec le principal objectif de faciliter celle-ci. Les illustrations sur la diapositive vous proposent un exemple de tarif sur la droite et un exemple de ticket sur la gauche. À l'origine, la voie se composait de rails de 16 kg à ornière en fer. Chaque rail faisait 6 mètres de longueur. Ils étaient fixés au moyen de tire-fonds, autrement dit de grosses vis, sur des longrines en sapin. Ces longrines reposaient elles-mêmes sur des traverses qui étaient posées à même le sol. Les longrines étaient fixées sur les traverses au moyen d'équerres en fer. On voit ce type de voie sur l'illustration en noir et blanc. Cette voie se détériorait rapidement. Les rails devenaient mobiles, les tire-fonds s'arrachaient, la dislocation devenait telle que de très fréquentes réparations étaient nécessaires. William Maurice était ingénieur. Il va donc mettre au point un nouveau type de rail qui va remplacer les rails d'origine vers 1871. Ces rails, qui étaient plus lourds, 26 kg au lieu de 16, avaient la particularité de ne pas être fixés aux longrines à l'aide de tire-fonds. On le voit sur l'illustration en couleur. Le rail porte 2 petites oreilles inférieures qui viennent coiffer la longrine en sapin et dans laquelle pénètrent les crochets supérieurs des agrafes.
Pour obtenir une adhérence aussi complète que possible du rail sur la longrine, on ne posait les agrafes qu'après les avoir comprimés fortement tous les deux dans un appareil de serrage qui portait des griffes et qui prenait inférieurement la longrine, tandis qu'une espèce de vérin venait presser le rail par-dessus. La compagnie était très contente de ce mode d'attache. Entre 1868 et 1874, William Morris commande 26 voitures à impériales chez George Starbuck. S'il passe commande chez Starbuck, c'est parce que c'est l'un des rares constructeurs européens de voitures de tramway de cette époque, mais surtout parce qu'ils se connaissent. On se souvient que George Starbuck est l'ancien secrétaire de George Francis Train. Les voitures Starbuck étaient extrêmement légères. Leurs caisses et leurs châssis étaient principalement construits en bois. Au niveau des types de bois utilisés, il y avait du chêne pour les panneaux décoratifs à l'extrémité des voitures, du frêne pour les charpentes, piliers, colonnes d'angle, ainsi que pour les éléments en courbe qui soutiennent le toit. Le chêne et le frêne sont des bois qui sont à la fois souples et robustes. C'étaient deux qualités nécessaires pour construire une voiture de tramway. On utilisait également du pitch pine pour les planches qui formaient le plancher, le plafond et les panneaux du toit, autrement dit tous les éléments qui allaient d'un bout à l'autre de la voiture. Le pitch pine était un bois réputé quasi imputrescible. Il provenait d'Amérique du Nord et était très bon marché à la belle époque. On n'en trouve plus aujourd'hui. On utilisait également de l'acajou pour les panneaux qui formaient les côtés de la voiture et les pourtours des fenêtres. La durée de vie d'un panneau d'acajou sur un tramway en service était de maximum 10 ans. Ces voitures étaient extrêmement luxueuses pour l'époque. Outre les panneaux d'acajou, qui avaient un très beau rendu, les fenêtres du lanterneau étaient peintes avec des petits motifs qui créaient des jeux de lumière à l'intérieur de la voiture. Au-dessus des fenêtres, il y avait des petits miroirs, qui étaient eux-mêmes aussi ornés de motifs de peinture, qui reflétaient ces jeux de lumière. Les voitures étaient dotées de persiennes, qui permettaient aux voyageurs de se protéger des rayons du soleil. Quant aux coussins, ils étaient faits en velours d'Utrecht. C'était le luxe du luxe pour l'époque. L'extérieur de la voiture n'avait pas non plus été négligé au niveau des décorations. On peut le voir en haut et en bas de la colonne d'angle, sur la photo en noir et blanc qui se trouve sur le diaporama. Nous allons faire maintenant un petit peu de fact-checking, car peu importe l'époque, les fake news ne sont jamais loin. Ici, nous avons un extrait du Sheffield Daily Telegraph qui nous rapporte que cette ligne de tramway avec ses magnifiques voitures a été construite par un seul Anglais, sans compagnie, sans actionnaire, sans peu de vin. Alors, vrai ou faux? Juridiquement, c'est vrai, la ligne appartient à un seul homme, William Morris, qui est anglais. Pour le reste, c'est faux. Si William Morris a réussi à construire sa ligne, c'est d'une part avec l'aide de son frère, l'avocat d'affaires John Morris, qui est un gars hyper riche et hyper brillant, et d'autre part celle de William Sheldon, l'ancien directeur d'exploitation des tramways de Londres, qui est devenu le directeur d'exploitation de la ligne du bois de la Cambre. C'est grâce à son expérience que cette ligne a pu réussir. Vu que John Morris a pour but d'utiliser la ligne du bois de la Cambre comme ligne modèle et carte de visite, en vue de créer des lignes de tramway partout en Angleterre, il ne faut pas s'étonner que la presse anglaise fasse la publicité pour notre première ligne de tramway. Cette photo est souvent présentée comme étant une photo prise lors de l'inauguration de la ligne. Cette inauguration, qui a eu lieu le 24 avril 1869, s'est faite en présence du bourgmestre de la ville de Bruxelles, de plusieurs membres du conseil communal et du ministre des Travaux publics. Or, aucun de ces politiciens ne figure sur la photo. À la place, nous voyons principalement le personnel de la compagnie des voies ferrées belges qui exploitait la ligne de tramway. On voit également 3 dames au balcon, ainsi qu'un chat à l'avant de l'impériale. La photo ressemble plus à une photo de famille qu'à une photo officielle de l'inauguration, du fait que la voiture a été sortie des rails pour être placée devant la maison de William Morris. Un élément permet de dater cette photo, c'est le mur qui se trouve entre le tramway et la maison de William. Le plan joint à la demande de permis d'urbanisme visant à construire ce mur est daté du 20 avril 1874. La photo a donc dû être prise entre cette date et la vente de la ligne à Simon Philippard qui est intervenue à l'automne 1874. John Morris avait fait un pari, celui d'arriver à construire des lignes de tramway en Angleterre en démontrant, à partir d'une ligne modèle située à l'étranger, que le transport de personnes par tramway était un mode de transport à la fois rapide, moderne et sûr. C'est chose faite dès 1872, quand William Morris et William Sheldon deviennent tous les deux directeurs au tramway de Glasgow. La même année, ils fondent, avec 5 autres investisseurs, la British and Foreign Tramway Company, qui construit des lignes à travers toute l'Europe.
William Sheldon passera la fin de sa vie comme consultant, à conseiller chacune des compagnies qu'il a contribué à créer lorsqu'elles rencontrent des difficultés dans son exploitation. William Morris se retire progressivement du monde des affaires dès la fin de l'année 1874. Il va jouir d'une retraite bien méritée à Brighton, une station balnéaire anglaise. Il participe au développement de cette ville en tant que mécène, notamment dans les aménagements du bord de mer. Quant à John Morris, il se vantera, quelque temps avant son décès, du fait qu'aucun réseau de tramway n'a vu le jour en Angleterre sans son intervention. Ce n'est pas tout à fait exact, mais peu importe, il a très largement réalisé son rêve de voir des tramways dans toutes les villes d'Angleterre. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur qui étaient les pionniers des tramways, quelles étaient leurs motivations et sur l'héritage qu'ils nous ont laissé. À bientôt, prenez bien soin de vous.